Bonjour et bienvenue au balado de la CDC des Appalaches. Aujourd'hui, nous recevons Martine de l'organisme L'Intervalle. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci beaucoup d'être présente. Ça me fait plaisir. Tu es directrice de l'organisme L'Intervalle en santé mentale. Alors, c'est la mission première de l'organisme. J'aimerais que tu puisses nous détailler à quel point l'organisme soutient la communauté. OK, d'accord. Qu'est-ce que ça fait, l'organisme? En partant, l'organisme L'Intervalle, c'est une maison de transition, d'hébergement de transition en santé mentale. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'elle existe. Donc, dans les 5 premières années, c'était sous une autre appellation et depuis 25 ans qu'on appelle la maison L'Intervalle. Donc, notre mission est de permettre un moment de transition, d'hébergement de transition à des adultes vivant sur le territoire des Appalaches, de faire un arrêt, de se déposer avant de réintégrer la communauté. Là, je résume, là, en gros mots. Donc, ces personnes-là doivent avoir un diagnostic ou une investigation de diagnostic de maladie mentale. Donc, suite à ça, nous, on travaille en collaboration beaucoup avec le réseau, entre autres l'équipe de santé mentale, pour avoir un accompagnement, un soutien. Comme la personne ne sera pas chez nous à long terme, on doit déjà tranquillement préparer son retour dans la communauté. Fait que c'est ce qui fait que la collaboration est si importante. Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi la trajectoire, en fait? Parce que quand les gens, mettons, sont référés chez vous, sont temporairement chez vous, ça veut dire combien de temps? Dans la dernière année, selon notre rapport d'activité, là, on peut parler d'une moyenne de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois qui sont en hébergement. Mais c'est sûr qu'on a eu des gens aussi qui ont eu besoin de plus de temps, puis des gens moins de temps. La particularité, je pense, la beauté de l'intervalle, c'est qu'on va vraiment au rythme du client. De la personne. De la personne. Nous, on n'a pas de contrainte de dire que tu dois être sorti après telle date. Non, c'est pas du tout ça. Donc, tu arrives chez nous, on prend le temps, tu sais, pour que tu puisses te déposer, retomber sur tes pieds. Et par la suite, il va y avoir un plan d'action qui va se faire en collaboration avec l'équipe pour poursuivre ton séjour chez nous. Donc, la personne qui arrive chez vous, dans le fond, elle est soutenue, elle est accompagnée dans son cheminement pour parfaire encore plus profondément sa transformation. Oui, absolument. En fait, c'est ça, on a quand même 4 volets. Donc, il y a l'hébergement, évaluation. Donc, c'est la personne pour X raisons, soit qu'elle nous est référée par le centre hospitalier, par les services sociaux, par le médecin. Donc, elle est chez nous pour vraiment une évaluation au niveau de ses capacités au niveau des activités quotidiennes de la vie, ses capacités au niveau de tenir maison, de retourner, de gérer un budget, de gérer sa médication. Fait que ça, c'est un volet qui est souvent peut-être un petit peu plus court, qu'on dit entre 1 et 3 mois. Okay. Après ça, il y a vraiment le volet hébergement, où là, on va travailler avec la personne pour développer. Donc, une fois qu'on a évalué, si on voit que la personne elle a des besoins spécifiques, donc avec elle, chez nous, on va prendre le temps de développer, d'enseigner, d'éduquer, de réadapter la personne pour qu'elle puisse devenir autonome. L'objectif, c'est vraiment toujours de viser l'autonomie de la personne à long terme. Est-ce qu'il y a de la récurrence dans ce type de clients-là ou ce sont des clients que vous voyez comme passer, puis après, vous les revoyez plus parce que le programme, par exemple, ou la transformation a été complète? Oui, non, il y a de la récurrence. Okay. Je vous dirais assez régulièrement, je ne pourrais pas donner de chiffre exact, mais ce qu'on voit souvent, c'est qu'une fois que la personne, elle est rétablie, qu'elle a récupéré ses capacités, qu'elle est en mesure, bien, à un moment donné, elle se sent bien, elle se sent en contrôle, tout ça. Il y a souvent des enjeux au niveau de la médication. Donc, je vais bien la penser de dire que je n'ai plus besoin de ma médication. Ah, d'accord. Fait que c'est un petit peu là l'enjeu. Et une fois que la médication est peut-être cessée, bien là, la roue va revenir, puis elle va avoir besoin de soutien à nouveau. Donc, là, c'est le même processus qui s'opère, où est-ce que la personne va revoir son médecin et par la suite
refait le retour à l'intervalle. Voilà, exactement. Parce que c'est bien de le noter aussi, parce que l'intervalle, c'est quand même un peu particulier, parce que c'est pas nécessairement monsieur et madame tout le monde qui vont appeler chez nous, puis ils vont dire « Ah, moi, je veux venir chez vous », tout ça. Nous, on demande vraiment une référence, là, soit du milieu hospitalier, travailleuse sociale, infirmière, tout ça, pour vraiment s'assurer que tous les éléments soient présents autour de la personne, pour s'assurer que tout se passe bien, là. On parle de santé mentale, on parle de maladie mentale. Tout à l'heure, tu as nommé que la mission première, c'était vraiment au niveau de la maladie mentale. Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la maladie mentale? Parce que c'est tellement vaste pour moi. Oui. Justement, j'ai de la misère à me catégoriser dans différents types, différents niveaux. Puis à la limite, des fois, je m'aperçois que dans des discussions, c'est aussi tabou. C'est un sujet qui est tabou. Puis je suis impressionnée parce qu'au contraire, on entend de plus en plus parler. Oui. Mais en même temps, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on n'est pas capable de dire « OK, là, on a mis le doigt sur quelque chose. » Oui. C'est quoi, au juste, une maladie mentale? Oui. Une maladie mentale, c'est vraiment, tu sais, au niveau, un dysfonctionnement au niveau du cerveau. Écoutez, je ne suis pas médecin, puis tout ça. Mais souvent, quand on parle de maladie mentale, c'est là qu'on va entendre les termes schizophrénie, bipolarité, dépression majeure, anxiété, troubles alimentaires, mon Dieu, troubles de la personnalité, les troubles de l'humeur, ce sont tous des catégories. Fait que ça, c'est vraiment au niveau de la maladie mentale. Puis je me permets de faire la nuance avec, effectivement, présentement, dans les dernières années, on entend beaucoup parler de santé mentale et c'est vraiment génial. Par contre, on pourrait faire le parallèle avec la santé mentale au même titre qu'une bonne santé physique. Hein? On s'entraîne, on fait du sport, on va marcher. Donc, on entretient notre corps physiquement. Et avoir une bonne santé mentale, c'est ça aussi. Tu sais, c'est positif en quelque part. C'est pour éviter peut-être les pièges de la maladie. Mais il y a quand même des nuances. Donc, une personne qui est en santé, qui n'a pas de maladie mentale, pourrait quand même avoir une santé mentale fragile parce qu'elle ne prend pas soin d'elle, elle ne s'accorde pas des moments d'arrêt, des moments agréables pour elle. Fait qu'il y a quand même une nuance. Alors que nous, on travaille vraiment, tu sais, au niveau de la maladie mentale, où ça prend un diagnostic, où ça prend un soutien vraiment, tu sais, au niveau de la psychiatrie, d'un psychiatre, d'un médecin traitant spécialisé à ce niveau-là, qui va avoir une médication. Souvent, on a besoin d'une médication, au même titre que la personne qui a le diabète, au même titre que la personne qui a un cancer, qui a besoin d'une médication pour venir stabiliser l'état. C'est la même chose. Donc, effectivement, c'est plus tabou, je pense, encore, de parler de maladie mentale, alors que quand on parle de santé mentale... C'est comme le bien-être. C'est le bien-être. C'est positif, c'est correct, ça. Mais... Effectivement, je pense qu'on peut se permettre là, d'essayer de faire tomber ces tabous-là. De démystifier ça. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Les gens qui arrivent chez vous, ils arrivent avec quelle sorte de ressources? T'sais, ils ont accès à quelle sorte de ressources? Ça encore, c'est une excellente question parce que c'est quand même difficile. Hein? Les ressources qu'ils ont souvent quand ils arrivent chez nous, c'est parce que ça ne s'est pas bien passé. On ne se le cachera pas, là. On n'est pas nécessairement... Parfois, on peut être en prévention, mais c'est souvent parce qu'il y a eu une crise, parce qu'il y a eu un moment où la personne est devenue complètement dysfonctionnelle, qu'elle a besoin d'un arrêt d'agir en centre hospitalier. Donc, je vous dirais que c'est souvent la venue de nos personnes. Donc, quand elles arrivent chez nous, elles sont parfois encore en ajustement de médication. Elles doivent prendre le temps de se déposer. C'est vraiment dans tous les sens du terme parce que la médication n'a pas terminé de faire son effet à pleine grandeur. Elle n'a pas commencé encore, elle n'a pas débuté encore. Elle a débuté, mais on n'a pas peut-être atteint le maximum. Parce que j'imagine qu'il y a différentes molécules aussi, puis le cerveau, c'est quand même un organe qui est très complexe. Donc, d'avoir la bonne molécule pour le bon type, puis que ça ne touche pas un autre type de maladie. C'est ça. Ça, c'est très complexe. Et c'est là où la maison, comme l'intervalle, nous, bien, nos faits, nos observations, parce que, tu sais, j'ai des intervenants qui sont des éducateurs spécialisés, j'ai une infirmière auxiliaire, aussi, j'ai des étudiantes en travail social, des étudiantes au baccalauréat en travail social, en soins infirmiers. Donc, tous ces gens-là,
ont la capacité de faire des observations, noter des faits observables, quantifiables. Donc, avec ces observations-là qu'on partage avec nos collaborateurs, bien, c'est un travail d'équipe qui va amener peut-être aux médecins à faire les bonnes constatations et ajuster peut-être là, le traitement qui va être le plus approprié pour notre client. Fait que c'est vraiment un ensemble là, de critères, de facteurs qui peuvent un peu être interpellés pour la direction du patient, en fait. Absolument. C'est quoi l'histoire type qu'on retrouve chez vous? Y a-t-il une histoire type, premièrement? Il n'y a pas d'histoire type en maladie mentale. Puis j'aime ça qu'on jase de ça parce que personne n'est à l'abri d'une maladie mentale. J'ai plusieurs exemples, tu sais, dans mon petit sac à surprise, hein, parce que, écoutez, le premier exemple qui me vient en tête, là, tu sais, c'est la mère de famille, tu sais, c'est votre femme, c'est votre conjointe, c'est la grand-mère qui, suite à un accouchement, peut avoir vécu un épisode de postpartum, mais qui ne revient pas. Tu sais, qu'elle n'arrive pas, qui se prolonge. Donc, ça peut être un événement. Donc, cette personne-là qui était complètement habilitée à faire toutes les activités de la vie quotidienne, de par la maladie qui s'est installée suite à une naissance, peut devenir non fonctionnelle. Ça peut être ça. C'est aussi la professionnelle, tu sais, qui, par différents embûches de la vie, sont dans une dépression et qui ne remontent pas la pente, qui a besoin d'un soutien vraiment prolongé au niveau de la maladie. Oui, il y a peut-être les personnes aussi plus stéréotypées qu'on peut voir qu'il y a la concomitance avec la consommation. Oui, c'est vrai qu'on en a. C'est peut-être même le portrait qu'on voit souvent puis qui nous vient à la tête en pensant... En tant que préjugé. En tant que préjugé. Oui, mais tu sais, ils consomment puis tout ça. Mais ce qu'il faut se poser comme question, d'accord, ils consomment, mais pourquoi ils consomment? Est-ce qu'ils consomment parce qu'il y a tellement un mal-être qui n'a pas été soigné, diagnostiqué, alors lui, il se soigne? Ou, suite à ça, c'est la maladie qui s'est installée, tu sais, la poule ou l'œuf, parfois, c'est ça aussi, là. C'est intéressant, c'est vraiment... Je trouve ça intéressant, puis en même temps, très complexe comme histoire, tu sais, parce que on s'entend que c'est... Il y a une disparité entre la santé mentale, puis j'ai comme l'impression que le chemin pour dire, est-ce qu'on a des symptômes annonciateurs d'une maladie mentale? Est-ce qu'on peut avoir ces symptômes-là jeunes? Est-ce qu'on peut avoir aussi des catégories de personnes qui ont dit, je me sens justement dans un mal-être ou je prends soin de ma santé mentale, mais à un moment certain de ma vie, j'ai comme délaissé ça parce que la routine, ça fonctionnait plus dans mon quotidien. Et là, la maladie, c'est comme immiscée insidieusement en parallèle dans ma vie. Puis là, je suis comme... Je suis comme confrontée. J'ai comme l'impression parfois qu'on entend des personnes qui n'ont pas vu venir cet espace-là, tu sais, mais qui probablement siégeaient au sein de leur cerveau au départ, là, peut-être dans leur jeunesse. C'est possible. Puis je ne m'y connais pas, là, je pose des questions. Non, là. C'est très, très, très légitime, tout ça. Écoute, comme je disais tantôt, moi, je ne suis pas spécialiste. Mais par contre, tu sais, ce qu'on sait, les données nous nomment, c'est que plusieurs manifestations de maladie mentale vont se manifester dès l'âge de 18 ans, là, tu sais, aux alentours des 18 ans, tu sais, on parlait, entre autres, au niveau de la schizophrénie, tout ça, ça peut être des signes et symptômes. Et oui, probablement que ça peut être latent quelques années, tu sais, que la personne est encore fonctionnelle, elle arrive à s'en sortir, mais elle tire de la patte un peu, mais elle ne comprend pas ce qui se passe, tu sais, avant d'être prise en charge et d'avoir un diagnostic précis. Puis là encore, comme on le nommait tantôt, avoir un diagnostic précis, c'est parfois difficile aussi parce que le cerveau est tellement complexe. L'être humain aussi, il est ce qu'il est. Il a son comportemental, ses idées, sa façon de faire. Donc, départager de ce que l'être humain allait et la maladie, parfois, ça vient fausser la route, ce qui m'y amène parfois des diagnostics qui doivent être revus peut-être 6 mois, 1 an après, parce qu'on voit que le traitement ne fonctionne pas, là, ou qu'on est toujours en recherche, tu sais, du bon traitement, parce que est-ce qu'on a réellement le bon diagnostic auprès de cette personne-là. Fait qu'effectivement, c'est très complexe. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher
ce chemin-là? Est-ce que ça s'empêche ou c'est vraiment une trajectoire que l'être humain a décidé Ouais. d'aller, tu sais, c'est-tu inclus dans notre ADN parce qu'on a une génétique de maladie mentale que nous aussi, on va l'avoir systématiquement? Excellente question. Je voudrais pas répondre spécifiquement parce que, comme je le dis, tu sais, je suis pas médecin traitant, tout ça. Par contre, il y a plusieurs facteurs. Fait que oui, je pense qu'il y a peut-être une petite graine à l'intérieur, mais il y a les facteurs environnementaux aussi, les facteurs héréditaires qui sont présents, les facteurs, la bonne hygiène de vie ou non, les facteurs, ben, tu sais, externes, mais c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté aussi de la pandémie, de la COVID, où c'est qu'on a quand même des observations, des faits, surtout chez nos jeunes adultes, nos adolescents, où l'explosion d'anxiété a quand même fait des ravages et que ça se poursuit aussi. Donc, c'est une multitude de facteurs qui va peut-être mener au niveau de la maladie. Il y a plusieurs critères, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs différences, soit dans les traits de personnalité, soit dans ce qu'on possède déjà comme ADN. Aussi. C'est un long chemin d'apprentissage, autant pour la personne qui le vit que pour les gens dans leur environnement qui parfois doivent trouver aussi difficile de vivre avec une personne qui porte cette maladie-là. Comment on se comporte en tant que personne qui vit qui est confrontée, par exemple, à une personne qui, ordinairement, par exemple, allait bien, et là, tout d'un coup, pour X raisons, juste un accouchement qui est, une opération naturelle. C'est ça, qui est un événement heureux. Et un événement heureux. Oui. Et là, tout d'un coup, la personne tombe dans un état où est-ce qu'on la reconnaît pas. Comment on se comporte avec ces gens-là? Écoutez, je pense que c'est un peu comme dans toute maladie, hein? Il y a une partie de deuil peut-être à faire, mais puis je pense que chaque famille, chaque être humain, chaque conjoint va le vivre de façon différente. Mais ce que j'aime, tu sais, ce que je trouve important de dire, c'est que ces personnes-là, eux aussi, peuvent avoir du soutien. Oui. Il y a du soutien qui existe. Tu sais, nous, dans nos collaborateurs, on travaille beaucoup, c'est avec l'organisme La Croisée. Oui. Donc, qui vient en aide aux proches de la personne qui vit. Parce qu'à un moment donné, tu deviens comme un proche aidant. Tu deviens un proche aidant, mais en même temps, tu dois te protéger parce que la maladie, elle est difficile, elle est envahissante, tu ne reconnais plus la personne, tu te sens démuni parce qu'effectivement, c'est très complexe. Donc, c'est sûr que, tu sais, nous, en collaboration, tu sais, avec l'organisme La Croisée, bien, on va diriger les gens, on va diriger la famille vers ces ressources-là, vers des formations aussi. C'est d'en parler aussi, hein, d'en jaser, d'en parler. Juste avoir le besoin d'exprimer ce que la personne vit. Juste ça peut être un accompagnement incroyable pour cette personne-là, pour perdurer aussi à travers le temps avec cette personne-là, puis donner le bon soutien. Mais je crois que la personne aidante, on va l'appeler comme ça, doit aussi prendre soin d'elle, justement, pour bien comprendre, se former par ses connaissances, mais en même temps avoir des moments juste à elle, tu sais, de pas tout le temps être en charge de peut-être quelqu'un. C'est des fois, tu sais, j'ai vent de certaines personnes justement qui sont confrontées à ce type-là, puis c'est pas nécessairement des préjugés parce qu'ils connaissent la personne d'avant, on va dire ça comme ça. Oui. Et là, tout d'un coup, ils sont confrontés à une nouvelle personne. Une nouvelle personnalité, une nouvelle façon de faire, absolument. Là, tu sais, on Est-ce voit qu'on peut dénombrer en Appalaches le fait que si on compare avec une autre région, étant donné qu'on est dans un milieu, dans un contexte qui est peut-être plus difficile socio-économiquement, est-ce qu'on peut dénombrer davantage de maladies mentales ou ça se dénombre pas en comparaison comme ça? C'est quand même, c'est difficile hein, à ce moment-là. Tu sais, par rapport directement à Appalaches, je peux pas te donner de chiffres précis. De statistiques. Par contre, au niveau des statistiques, tu sais, ce que j'ai ressorti, c'est que de 2012 à 2022, environ 10 ans, on a quand même un bond là, de 5-6 % d'augmentation de maladies, entre autres pour les épisodes dépressifs, les phobies sociales, les troubles d'anxiété, l'anxiété généralisée. Tu sais, on passait de 8,7 % de la population à un 13 % de la population. Tu sais, donc, il y a quand même, en 10 ans, une augmentation majeure au niveau du Canada. Est-ce qu'on peut expliquer le pourquoi? Présentement, il
il n'y a pas vraiment d'explication, de raison. C'est ça, comme je disais tantôt, au niveau de la pandémie, on ne peut pas mettre tout sur le dos de la pandémie parce qu'on a quand même observé un petit peu avant qu'il y avait eu une recrudescence au niveau de l'anxiété chez nos jeunes adultes. Et puis avec la pandémie, bon, ça a continué à monter. Donc, ce que les chercheurs nous nomment, c'est qu'il faudrait continuer à observer les faits sur plusieurs années pour voir si l'incidence de la pandémie était vraiment l'élément déclencheur. L'élément déclencheur que peut-être aurait peut-être déclenché autrement. Peut-être. Ou dans un autre contexte. C'est ça. Et ma question à moi, c'est de savoir, est-ce qu'on peut être face à la maladie mentale, mais simplement suite à une épreuve, à un deuil, ou ça peut se déclarer dans une autre façon? Oui. Oui, ça peut arriver. C'est ça. Tantôt, quand je parlais, là, tu sais, de la personne que je connais là, aussi, une autre personne que je connais, une professionnelle, tu sais, qui fait ces choses, mais suite à quelques épreuves, donc deuil, perte d'emploi, un stress, une anxiété mal gérée, tu sais, que la maladie, peut-être qu'elle avait une fragilité, mais la maladie s'est quand même installée, insinuée, et qu'elle perdure dans le temps. Là, tu sais, ça fait 1 an et demi, 2 ans là, qu'elle est inapte. Puis des fois, on n'écoute pas. Voilà. On n'écoute pas d'emblée les premières petites voix qui disent hey, « Regarde, je file pas, je continue pareil, puis rendu à la ligne d'arrivée, là, je m'effondre. » Voilà. Et parfois, c'est ça, le temps de se relever va prendre un petit peu plus de temps. Oui, c'est ça. C'est quoi le facteur jeunesse versus maladie mentale? Parce que je trouve que maintenant, dans les écoles, dans les établissements scolaires, au niveau de polyvalente, tu sais, jeune âge, adolescent, tout ça, je trouve qu'on en parle quand même régulièrement. On en a beaucoup plus. Maladie mentale, santé mentale. Puis je me demande, est-ce qu'il y a une croissance de l'anxiété à travers ces jeunes-là? Oui. Oui, c'est ça. C'est clairement les faits, les statistiques, aussi les recherches le démontrent. Tu sais qu'au niveau de nos jeunes, nos adolescents, qu'il y a une augmentation au niveau, de la maladie, on peut le nommer là, parce qu'on parle beaucoup d'anxiété, anxiété généralisée, anxiété de performance, anxiété... toutes les sortes d'anxiété, phobie sociale, tout ça. Fait que oui, elle est plus présente, vraiment, et elle est très handicapante parce que ces jeunes-là, oui, sont hospitalisés. Oui, il manque beaucoup d'écoles, 4, 5, 6 mois d'école. Donc, le milieu scolaire est appelé aussi à se préparer, à les recevoir. Puis comment je vais faire pour les aider à poursuivre leur scolarisation? Fait que, tu sais, je sais qu'il y a des programmes qui sont déjà mis en place, qu'il y a déjà, dans certaines polyvalentes, des structures pour accueillir ces élèves-là. Tu sais que oui, ils ont été hospitalisés, ils reviennent à l'école, mais de revenir à l'école en sachant qu'ils ont manqué, ça augmente encore les facteurs d'anxiété. Donc, ça prend un local, ça prend un éducateur spécialisé avec, ça prend du temps, ça prend de l'ajustement. Fait que oui, on en voit beaucoup plus. Pourquoi? Multitude de facteurs. Est-ce que nos réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose? Est-ce que le paraître, le goût de performer parce qu'on se compare? Oui, c'est ça. On cherche aussi une identité quand on est adolescent, beaucoup, tu sais. Beaucoup. Puis on se compare, puis, tu sais, je dois arriver là. Les standards, je pense que, tu sais, présentement aussi, tu sais, nos standards en termes de société sont toujours de plus en plus élevés. Hein? On doit performer, on doit réussir, on doit s'entraîner, on doit faire tout ça. Donc, peut-être que nos jeunes adultes aussi le vivent puis qui ont peut-être moins d'outils présentement pour traverser cette tempête-là. Parlons-en des outils. Quelle sorte d'outils on peut, justement, avoir dans notre petit sac pour juste, tu sais, s'aider dans le cheminement de tout au long de notre vie? Est-ce qu'il y a des outils? 2, 3? Bien, c'est là qu'on vient faire le parallèle avec une bonne santé mentale. Okay. Donc, quand on a une maladie mentale, c'est sûr que le premier outil, on ne se le cachera pas, il y a la médication. Oui. Mais il y a aussi la prise en charge de soi, de se mettre en action et de se remettre en action rapidement. Mais de se mettre en action, ça ne veut pas dire nécessairement, alors aujourd'hui, je retourne en appartement, je fais toutes mes choses. Tu sais, se mettre en action pour la personne qui habite chez nous, c'est le matin, se lever, faire sa chambre, participer à la réunion et faire sa tâche de la journée.
Puis juste ça, c'est amplement. Juste ça, pour le moment, c'est amplement. Okay. Donc, si on y va petit pas à petit pas, après ça, c'est de reprendre le contrôle sur ses finances. Reprendre contact avec sa famille qui a peut-être été échaudée aussi. Fait que ça, c'est de se mettre en action. Puis, par la suite, bien, les outils, c'est ça, c'est prendre soin de soi aussi, de s'accorder et être bon envers soi. Bienveillant. Bienveillant envers soi, parce que... On se met trop de pression. On se met beaucoup de pression, puis la personne qui a été malade, tu sais, puis qui avait une autre vie, entre parenthèses, elle se souvient de ce qu'elle était et son désir d'y retourner. Mais tu peux y arriver, mais prends le temps. Puis, tu sais, c'est pas juste négatif, la maladie. C'est pas juste négatif, le fait que tu aies été hospitalisé. Tu sais, on est capable de remonter la pente, mais il va peut-être le faire différemment. Oui. J'imagine que dans tout ça, il y a des apprentissages positifs que la personne en soi ressort avec ses cadeaux mal emballés, là, on va dire ça comme ça. Parce que je ne suis pas dans ce contexte-là, mais je peux supposer qu'il y a un certain apprentissage quand ils passent à l'intervalle, justement, que vous leur outillez, vous leur offrez des formations, des ateliers qui vont leur permettre d'avoir la base nécessaire pour reprendre leurs responsabilités Absolument. Absolument. Puis là encore, c'est un travail de collaboration. Là, tu sais. Donc, nous, c'est ça que ça passe vraiment par les activités de la vie quotidienne, la vie de tous les jours, réapprendre à cuisiner. Comment, tu sais, j'y arrivais avant, mais là, avec la maladie, on dirait que j'ai perdu mes repères. Oui. Donc, on réapprend à cuisiner. Mais qu'est-ce que t'aimes, toi, cuisiner? Oui. Tu sais, comment tu as le goût de le faire? Revenir à la base, c'est de réapprendre à tenir un budget, aussi de comment je fais l'épicerie aujourd'hui, de quelle façon je dois percevoir tout ça. Puis par la suite, ben c'est ça, c'est de tenir... c'est ça, ça prend son cours de tenir maison. La beauté aussi, c'est que à l'intervalle, on a 8 locataires. Donc, nous sommes propriétaires de 2 blocs appartements de 4 logements. Donc, ce sont des personnes qui ont passé par l'intervalle et que maintenant, elles sont autonomes. Mais avec un soutien aux besoins. Une supervision aux besoins. Fait que j'ai un éducateur spécialisé qui, une journée, tiens, je vais aller te voir aujourd'hui, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui de mon aide? Ah, tu aimerais de l'aide pour faire l'épicerie. Parfait, je vais t'accompagner. Parfois, c'est seulement un appel téléphonique. Ah, je suis un peu anxieuse, j'ai besoin d'être rassurée. Fait que ça, l'intervalle est là pour ça aussi, pour soutenir ces personnes. Tout à fait. Ces personnes-là. Fait que ça, c'est comme... une belle continuité. Il y en a qui vont rester là tout le temps parce qu'ils sont bien et qu'ils sont quand même autonomes. Puis il y en a qui, à un moment donné, vont dire « Ah, ben je vais peut-être partir, là, tu sais, puis vraiment voler de mes propres ailes. » Je sens qu'on pourrait en parler encore longtemps. Oui. C'est un sujet vraiment qui est vaste, puis en même temps intéressant, complexe. Puis de démystifier aussi ces préjugés-là qu'on entend ou qu'on vit ou qu'on ressent, tu sais. Merci beaucoup, Martine. Ça a été vraiment un honneur de t'avoir ici. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, c'était le balado collectif de la CDC des Appalaches.